Bienvenue, bienvenue à nouveau. Monsieur Mangou, je vais donc maintenant donner à nouveau la parole au bureau du procureur qui va continuer à vous poser ces questions. Monsieur McDonald, merci Monsieur le Président. Monsieur Mangou, j'aimerais continuer brièvement le rôle du CPCO. Donc, vous avez mentionné que le colonel Sacco était responsable du CPCO. Dans vos propres mots, brièvement. Donc, le CPCO, c'est le centre de planification et de coordination et non de conduite des opérations. C'est le centre du chef d'état-major, le centre opérationnel du chef d'état-major des armées. Donc, il planifie les opérations, il fait les ordres d'opération. Et une fois que les ordres d'opération sont faits, ils sont transmis au commandant du théâtre ou au commandant qui est en charge de la sécurisation de la ville d'Abidjan, qui, lui, les traduit en ordre, fait sa planification et conduit réellement les opérations sur le terrain. Le CPCO aussi désigne les unités sur mes instructions, il désigne les unités pour l'intervention. Et une fois que la désignation est faite, on met ces unités-là sous la responsabilité du commandant des unités sur le terrain. Alors, justement, durant la crise post-électorale, toujours la même période, j'aimerais savoir quelle est votre implication à vous, plus précisément. Commençons par cela, après ça on ira à d'autres personnes. Mais pour vous, en tant que chef d'état-major. Mon implication à quel niveau, s'il vous plaît? Pardon, sous le titre du CPCO, quelle est votre interaction avec le CPCO? Quel est votre rôle par rapport au CPCO? À quel niveau êtes-vous impliqué avec le CPCO? Donc c'est toujours un rôle de coordination que j'ai. Une fois que les ordres sont traduits par message et transmis au chef des opérations qui les conduisent donc sur le terrain, moi j'ai un rôle de coordination. Parce que la carte sur laquelle je travaille est au niveau du CPCO. Et c'est en fonction des renseignements qui me parviennent du terrain que moi, je fais avancer les pions. Voilà. Comment vous parviennent les informations du terrain? Alors, je vais vraiment vous décevoir parce que nous étions dans un état de dénuement total. Si je vous dis aujourd'hui que le chef d'état-major que j'étais n'avait pas de moyens de transmission, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Tout, que ce soit lorsque nous étions sur la ligne de front, ou que ce soit quand je suis devenu chef d'état-major des armées, tout était transmis en clair. Or, pour des unités qui sont au combat, c'est un grand risque. Voyez les désagréments qu'on a avec le téléphone cellulaire en temps normal, à plus forte raison, quand on est sur le terrain. Je voudrais vous donner seulement un petit exemple. Saviez-vous comment nous faisions les bombardements avec les Mi-24 ? Nous n'avons même pas de liaison sol-air avec les pilotes. On faisait venir les pilotes dans le... On pourra revenir à 2004. Ma question est la suivante. Durant la crise post-électorale, comment les ordres vous arrivaient-ils de la base à vous, au chef d'état-major? C'est pas cellulaire. On les communiquait par cellulaire.
Donc, Deto, Conan, qui avait des cellulaires, m'appelait au cellulaire pour me communiquer les ordres. Et quand nous avons su que nous étions infiltrés et que ce n'était vraiment pas pillable, alors on les appelait, ils venaient, on leur donnait des instructions, ils partaient, mais ils étaient obligés de nous appeler pour nous rendre compte. Donc c'est toujours par cellulaire. Donc, vous avez eu des meetings de travail à l'état-major avec, vous précisez, M. Conan Boniface et également M. Deto Leto. Très bien, oui. Plus particulièrement avec Deto qui était à Abidjan. Boniface, il était à Yamoussoukro, c'était trop loin. Donc avec Conan. Ce n'était pas des meetings, nous on appelle ça des réunions du centre opérationnel. Donc une fois qu'on doit donner des ordres, on se retrouve au centre opérationnel avec les généraux. Ils n'étaient pas concernés par la manœuvre, mais j'ai tenu à ce que les généraux soient là pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Donc le colonel Sako, qui recevait toutes les informations, nous faisait le point de situation en fonction de tous les renseignements qu'il a reçus. Il faisait le point de situation sur le terrain. Je laissais donc la parole à chaque officier général pour dire ce qu'il en pensait. Et la décision finale, c'est moi qui prenais la décision finale, que je traduisais en ordre pour Deto Leto. Durant la crise post-électorale, donc, il y avait des rencontres des généraux au CPCO. Effectivement, donc durant la crise post-électorale, il y avait des rencontres. Les heures de ces rencontres, c'était 8h30 le matin et le soir à 18h. Est-ce que... Every day? Every day? Tous les jours, Monsieur le Président. Juste dans la période, brièvement, le CPCO, je comprends qu'avant, il avait un autre nom. Pourriez-vous nous rappeler le nom de cette entité avant de s'appeler CPCO? C'était le CCO. Et quand est-ce que ça a été créé? Alors, le CCO, c'était du temps du général Doué. Donc, quand je suis arrivé, on a changé le nom de la structure pour qu'il n'y ait pas de confusion, qu'on ne dise pas que c'est le même CCO qui produit les documents pour qu'on puisse se retrouver. Donc, c'est nous qui avons baptisé ça du nom de CPCO. Donc, en 2004. Et le CCO avait-il été créé ou à quel moment et pourquoi a-t-il été créé? Il faut dire qu'il n'y a que le nom qui change. Sinon, c'est toujours le centre des opérations. Voilà, chacun donne le nom qu'il veut, c'est le centre des opérations. CCO, c'est le centre de conduite des opérations. Nous, on en a fait le centre de planification et de conduite. C'est juste pour les opérations. Et au moment de la période électorale, y avait-il un centre? On a le CPCO, mais y avait-il un CP élection? Non. Alors, au moment de la période électorale, nous avons tous travaillé au sein du CCI,
qui est le centre de commandement intégré. Parce que l'accord politique de Ouagadougou nous demandait de travailler en mixité avec nos frères des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce centre qu'a été élaborée la conduite pour tout ce qui concernait l'ordre, pour tout ce qui concernait les élections. Ça a été d'ailleurs, ça a été d'ailleurs un plan conjoint, puisque nous avons travaillé avec les deux chefs d'état-major, Bakayoko et moi, et les deux commandants des forces impartiales, le général Palacé pour l'ONUCI et le général Amoussou pour l'ONUCI. Où était situé le poste de commandement de la CCI? Alors, le poste de commandement du CCI, c'est à Yamsokro, au quartier d'Ulabougou. Revenons aux rencontres des généraux à 8h30 et à 18h. Qui sont les généraux qui vont assister à ces réunions? Et le font-ils en personne? Comment ça fonctionne? Alors, les généraux viennent en personne, mais ce n'est pas que la réunion des généraux. C'est la réunion du centre opérationnel. Le général Deto avait dans le centre opérationnel un certain nombre d'officiers qui l'aidaient dans sa tâche. Il y avait un officier qui était chargé de la conduite des opérations, un officier qui était chargé de la manœuvre ami, un autre chargé de la manœuvre ennemi. Il y avait un qui était chargé de la logistique. Il y avait un officier qui était chargé des renseignements. Normalement, dans le CO, il y a un officier qui est chargé des transmissions. Mais comme on n'avait pas de moyens radio pouvant nous permettre de transmettre des messages avec nos unités, donc on n'a pas trop mis d'accent sur cet officier de transmission. Donc c'est tout ce monde-là qui a travaillé en fin de journée à récolter les renseignements, à voir la manœuvre des amis et des ennemis. Avec les officiers, nous nous retrouvons et l'officier chargé de la conduite prend la parole pour nous faire le point de la situation de la journée. Dans telle zone, il y a eu telle action, voici comment nos hommes ont réagi, voici ce que l'ennemi a fait, on fait le bilan, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de blessés, et à la fin, ils prennent des hypothèses. Généralement, c'est 3 hypothèses. Alors ils diront, mon général, hypothèse 1, il y a ça. Hypothèse 2, il y a telle solution. Hypothèse 3, il y a telle solution. Le chef d'état-major regarde, en fonction des renseignements donnés, en fonction des hypothèses émises, j'ai dit, bon, ok, nous allons opter pour l'hypothèse 2. Et on joue l'hypothèse 2, on donne des instructions et on repart. Donc, chacun donne son point de vue, mais la décision finale revient au chef d'état-major des armées. Receviez-vous des renseignements d'autres entités ou agences gouvernementales? Non, jamais reçu de renseignements d'une agence gouvernementale. Il faut noter que le chef d'état-major lui-même a au sein de sa structure, de l'état-major, un officier de renseignement qui lui aussi essaie de glaner des renseignements ici et là et qui fait des comptes rendus au chef d'état-major. Mais jamais eu un renseignement provenant d'une agence nationale, jamais. Donc,
lors de ces comptes rendus, en fin de journée, les grands commandements étaient représentés et vous receviez des informations de tous les grands commandements? Oui, s'ils en ont, c'est le lieu pour chacun de dire l'information qu'il a reçue. Nous en faisons l'analyse, nous vérifions la véracité et en fonction de ça, la conduite à tenir, nous la donnons à nos éléments. Alors, j'aimerais appeler un document CIV OTP 0043 0391. Bon, excusez-moi, pardon, je vais corriger le RN. Je suis désolé. 0071 0520. Pardon. C'est une pièce qui est sur notre liste et qui a également été déjà soumise. 0071 0520. Je suis désolé. Can we see the document? Not yet? OK. Si on pouvait descendre. Alors, vous avez déjà décrit précédemment le FM, le TO, le Info. Juste ici, ATCR, donc je comprends que l'acronyme, c'est à titre de compte-rendu. Vous confirmez? Je vois pas si on peut monter, pardon. Ouais. Le haut du document, pardon. Voilà. Alors, restons là. Oui, à titre de compte-rendu, c'est bien ça. Et donc, vous êtes informé à titre de compte-rendu. C'est bien ça. D'accord. Donc, notifié. C'est bien ça. Et si on descend juste un petit peu, l'objet, ou je crois qu'on voit l'objet, oui, on peut lire. Et ça fait référence à... Et là, il y a une série de numéros. Donc, je comprends que c'est un document qui émane de l'état-major CPCO. Il y a une décision du 25 février 2011 relatif à l'objet. C'est bien ça. Pourriez-vous nous expliquer, à la lumière de ce document? Alors, celui qui a fait le document ici, c'est l'adjoint du général Detoleto. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les unités qui n'étaient pas prélevées pour intervenir sur le terrain étaient commandées par leur chef, excepté bien sûr les forces terrestres dont le commandant était le commandant des unités sur le terrain. Donc, il est remplacé par son commandant en second. Donc, c'est lui qui fait ce document. Alors, le chef du CPCO a fait ce message pour informer les commandants des unités que la salle de réunion de l'état-major, habituellement, ce n'est pas là que se trouve le CPCO, est maintenant une salle de centre opérationnel. Et quand on y mène des opérations, il y a des choses secrètes qu'on ne doit pas dire, qu'on ne doit pas voir. Donc cette salle est dorénavant fermée. Et comme c'est arrivé au niveau des forces terrestres, il a repris ce message pour informer les commandants des bataillons. Et généralement, ce genre de message, on le lit à la place d'armes pour que les soldats soient informés pour ne pas aller au centre opérationnel. Pardon. Et donc, on voit bien que, juste on peut lire évidemment, que les badges seront délivrés par le chef CPCO sur instruction du SEMA. Voilà.
comme vous le faites ici, on n'entre pas comme ça si on n'a pas de badge. Donc nous aussi, à notre niveau, nous avons des badges, on n'entre pas comme ça dans la salle. Petite question. Donc, avant le 21 février, le CPCO se réunissait dans sa pièce usuelle. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Non, avant le 21 février, il y avait l'état-major avec son centre opérationnel. Et comme Deto est commandant du centre opérationnel, on a créé son centre opérationnel à l'état-major pour qu'il soit au plus près du chef d'état-major. Sinon, on aurait pu mettre son centre opérationnel chez lui, à Akwedo. Mais je vous ai dit qu'on n'a pas de moyens de transmission pour camoufler les messages ou pour les coder. Donc, il est plus près de moi. S'il y a des choses secrètes à se dire, il se déplace, on se parle. C'est pour ça. Donc, CPCO reste où il est. Centre opérationnel des opérations sur le terrain est dans cette pièce, Salle, voilà. à la salle de conférence. C'est bien ça. À votre connaissance, comment M. Deto-Leto recevait-il ces rapports sur le terrain? Alors, Deto-Leto et ses hommes sont dans le feu de l'action. Donc, quand on est dans le feu de l'action, il y a urgence. Donc, ce n'est pas des documents qu'on tape, c'est en communication directe avec ces hommes qui sont sur le terrain, qui lui font des comptes rendus et lui, il leur donne la conduite à tenir. J'aimerais vous montrer un autre document et nous allons revenir en arrière. C'est un document donc du 26 octobre 2010. Il s'agit de la pièce CIV OTP 0043-0391, pièce soumise au dossier par une décision de la Chambre. Si on pouvait afficher donc la première page, s'il vous plaît. Très bien. Alors, on voit bien ici qu'il s'agit d'un message d'origine commandant supérieur de la gendarmerie. On voit les destinataires et pour info, entre autres, donc ministère de Défense, je comprends bien? C'est bien ça. SEMA/CPO. Donc, vous en êtes informé? Non, ce n'est pas moi qui l'informe là. Il informe le CPCO. D'accord. Moi, quand je suis informé, on met tout simplement SEMA. Et on note également CEMP/PR. Là, c'est chef d'état-major particulier du président de la République. Et on a également le chef CCI. C'est bien ça. Et la DGPN. Directeur général de la police nationale. Oui, d'accord. Maintenant, on voit que ce document réfère à un ordre d'opération de la gendarmerie. Si on va à la deuxième page.
la bonne page. On n'a pas le bon document, là. On doit voir la page 0043-0392. Alors, on voit la deuxième page, Monsieur Mangou. Ordre d'opération 1, élection présidentielle. D'accord. Ma question est la suivante. Il y a la CCI. Elle est à Yamoussoukro. Il y a une mixité entre les forces nouvelles et les FDS. Parlons zone CNO. Pour le premier tour uniquement. Les éléments du des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire étaient-elles aussi présentes en zone CNO lors du premier tour des élections? Alors, lors du premier tour des élections, que mes souvenirs soient exacts, oui, je crois que nous avons travaillé dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou. Et cet accord nous demandait de fournir 8000 hommes. Force républicaine, 4000. Et FDS, 4000. Donc, ce sont des éléments qui sont prélevés dans des unités. Quand moi j'atteins 4000, je les mets à la disposition du chef CCI, qui, lui, est chargé de les positionner dans les points de vote en zone CNO. Bakayoko en fait autant et on les positionne à Abidjan. Donc, c'est en mixité que nous avons travaillé. Donc, des éléments de l'armée ivoirienne, sous votre commandement, étaient mis à la disposition au nord pour le premier tour des élections. Là, ils ne sont plus sous mon commandement. On est tous deux chefs d'état-major, mais nous, on les confie au chef du CCO qui fait ce travail. Non, pas CCO, CCI, pardon, qui fait ce travail. Très bien. Pour revenir aux renseignements, receviez-vous, durant la période de la crise post-électorale, des renseignements d'organisations internationales? Aucun renseignement. De d'autres forces militaires? Oui. Nous avons souvent travaillé avec les forces impartiales dans le cadre quadripartite. Donc, il y avait la réunion des 4 généraux et elle se faisait souvent au niveau du CCI. Je vous demande bien, après le 28 novembre 2011. Après le 28 novembre 2011, il n'y a pas eu de contact entre nous. On s'est seulement appelé au téléphone pour se parler. Le général Palacé et moi, nous nous sommes parlé au téléphone. Mais il n'y a pas eu de contact. Parce que dans la sécurisation du processus, la sécurisation revenait aux forces ivoiriennes. Forces républicaines de Côte d'Ivoire, FDCI, c'est eux qui étaient chargés de la sécurisation. Les forces impartiales nous venaient en appui au cas où il y aurait quelque chose. Or, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, donc on n'a pas eu recours aux forces impartiales.
Durant la crise post-électorale, comment acheminiez-vous c'est-à-dire, comment étaient distribués vos messages que vous pouviez émettre, ceux de l'état-major, ceux du chef d'état-major, pardon? Ceux du chef d'état-major aux éléments qui étaient sur le terrain? Alors, à Abidjan, c'est simple, puisque Deto avait son centre opérationnel à côté de moi. Donc, on lui donnait des instructions. Kounan, c'était un peu plus compliqué. C'était le système de vague-mestre, de quelqu'un qui lui portait le message. Donc, il recevait le message par quelqu'un qui lui portait ça sur le terrain. Dans le cas du général Deto-Leto qui devient responsable des opérations sur le terrain, êtes-vous capable de nous dire à quelle date il est devenu ce responsable? Alors, le général Deto-Leto a pris effectivement le commandement du personnel et des moyens matériels mis à sa disposition à partir du 22 février 2011. Non, attendez, pas du 22 février, janvier. Hein. Parce que la police a commencé du 11 janvier au 21 janvier, je crois. Et Deto a pris le relais du 22 janvier au 20 mars par là. Et avant cela, qui pouvait émettre des ordres d'opération pour les forces, c'est-à-dire pour les FANCI? Là, je ne comprends pas votre question. Avant le 21 janvier ou 22 janvier, là, qui donnait les ordres opérationnels? Alors, lorsque nous avons reçu la réquisition demandant donc aux forces de se déployer sur le terrain et d'agir à Abobo, nous avons eu une réunion le 6 janvier 2011 à l'état-major des armées. À cette réunion étaient présents le directeur général de la police nationale, le chef d'état-major, le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Deto, le général Aka, le général Vaba, le général Guébi-Point, pour analyser la situation et voir comment nous allons nous déployer sur le terrain. Et à cette réunion, le directeur général de la police nationale nous a dit que ce qui se passait à Abobo était de sa compétence, que c'était une opération de maintien de l'ordre, donc qu'il pouvait y faire face. Donc lui, il a mené cette opération au sein de son centre opérationnel qui est le PC Minox, c'est-à-dire PC du ministère de l'Intérieur. Avant cette rencontre, comment, vu qu'on recule dans le temps, là, on revient en arrière, comment vos ordres à vous, comment les distribuez-vous? Donc avant ça, le chef d'état-major faisait des messages, le message qu'il adressait au commandant des forces, qui était le commandant des forces terrestres, des forces aériennes et puis des forces de la marine nationale.
J'appellerai le document CIV OTP 0071-0152, s'il vous plaît. Numéro 408 sur notre liste. Pièce qui est également soumise au dossier, Monsieur le Président. Alors, on voit ici, si on peut descendre juste un petit peu. Voilà. Il s'agit d'un message de votre part. Commandant supérieur de la gendarmerie, DGPN et Comterre. On voit également pour info la date du 11 décembre 2011. Et si on pouvait montrer le document dans son ensemble, peut-être aux témoins. Sinon, j'ai une copie papier qu'on peut aussi remettre aux témoins. Vous pourrez voir la pièce recto verso. OK, si, je vois. Merci. Donc, alors, ce document, effectivement, comme intitulé dans l'objet, c'est pour réajuster le dispositif de sécurité. Il faut noter que, en ces lieux, avant qu'on ne fasse ce message, il y avait un seul policier qui réglait la circulation. C'est-à-dire au carrefour de pistes de route, Riviera Golf, l'hôtel du Golf, il y avait un policier là qui réglait la circulation. Et lorsqu'après la sécurisation de l'élection, parce que dans le plan conjoint des opérations qu'on avait fait au niveau du CCI, les FDI montaient en zone CNO pour faire la sécurisation des élections. Les forces armées des forces nouvelles descendaient au sud pour faire la sécurisation des élections. Et à l'issue, chaque entité rejoignait sa base. Nous avons retiré nos éléments du nord, mais les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont fait partie certains éléments et d'autres sont partis au Golfe. Donc, on a mis sur place un engin avec une mitrailleuse pour suivre un peu le mouvement de nos frères d'armes. Cet engin qui était en place, un matin, nos frères d'armes sont sortis, conduits par Mouro. Ils sont venus, ils ont enlevé l'arme, et ils sont partis au Golfe avec. J'ai donc appelé le général Gueux, que je connaissais très bien, et après avoir discuté avec lui, il a rétrocédé l'arme. Suite au compte rendu que j'ai fait au président Laurent Gbagbo, pour lui dire que nos frères, au lieu de remonter au nord, il y en a qui sont descendus au Golfe, le président a donné des instructions pour dire de faire en sorte qu'ils ne sortent pas. De faire en sorte pour que les militaires qui sont dedans ne sortent pas. Et donc, moi, j'ai traduit ça en ordre militaire. Donc, le poste de contrôle qui était là, le poste d'observation qui était là, on l'a réajusté et on a mis un poste de contrôle.
L'ONUCI ici est destinataire parce que l'ONUCI nous a envoyé un officier, le général Niang, qui lui-même est venu nous dire, bon, le barrage sud, vous le mettez à tel niveau, le barrage nord, vous le mettez à tel niveau. C'est pour ça que nous avons informé tout le monde. Donc ce réagissement a été fait pour que nos frères ne sortent pas du Golfe pour aller commettre des faits en ville, en but de faire porter la responsabilité aux forces de défense et de sécurité. C'est pour ça qu'on a réajusté le dispositif en informant l'ONUCI qui nous a envoyé un officier pour nous aider à mettre en place le poste de contrôle. D'accord. Je veux corriger la date. C'est bien en français à la ligne page 79, ligne 19. Je parlais bien de l'année 2010, évidemment, et non 2011. Le 11 décembre 2010. Est-ce le début de ce que certains ont appelé le blocus? Alors, je vais être franc avec vous. Dans notre esprit, ça n'a jamais été un blocus. Ça n'a jamais été un blocus. Le poste qui a été mis sur pied, je le précise bien, c'est un poste de contrôle. Et vous avez vu qu'on a demandé qu'on fasse le contrôle. Pour demander à nos hommes de ne pas permettre aux militaires qui y étaient d'aller en ville en armes pour faire quoi que ce soit et nous faire porter la responsabilité. Mais de veiller à ce que des gens en armes n'aillent pas... Merci, Monsieur le Président. De veiller à ce que des gens en armes n'entrent pas au Golfe pour commettre des forfaits pour nous faire porter la responsabilité. C'est vrai que quand on donne un ordre, souvent il y a des interprétations. Donc, quelquefois, quand un véhicule arrivait avec des vivres, pour ceux qui étaient au Golfe, les gens les bloquaient. Mais quand je suis informé, on laisse passer les véhicules. Et on n'a pas donné d'ordre dans ce sens pour priver les personnalités qui étaient au Golfe de nourriture. Je me rappelle qu'une fois, le cardinal d'Abidjan lui-même, c'était à la veille de Noël 2010, s'est déplacé pour venir me voir à l'état-major pour demander l'autorisation afin de permettre à un prêtre d'aller officier une messe. Je lui ai dit, mais cardinal, vous me faites trop d'honneur. Ils peuvent aller, ils ont besoin de la nourriture spirituelle. On n'a pas besoin de leur donner l'autorisation. Ce n'était pas pour faire des contrôles, pour empêcher ou bien pour les priver de quoi que ce soit, mais c'était dans ce sens. Mieux. J'ai même dit au président Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, ceux qui y sont, ce sont des autorités. Qu'on leur demande de rejoindre leur domicile, nous sommes prêts à assurer leur sécurité. Ça n'a pas été fait. Sinon, moi, je l'ai demandé. Ça n'a pas été fait par qui, vous voulez dire? J'ai rendu compte au président. Le contact, ce n'était pas moi qui devais le prendre, mais j'ai fait la proposition. La demande que j'ai faite n'a pas vu d'aboutissement, donc je suppose que ça n'a pas été fait. Très bien. J'aimerais maintenant discuter des moyens organiques des forces armées nationales de Côte d'Ivoire sur deux points bien particuliers. Les véhicules blindés et la question des mortiers.
Alors, quel type de véhicule blindé est-ce que l'armée avait à sa disposition lors de la crise post-électorale? Alors, lors de la crise post-électorale, du côté de la MACA, on avait 2 engins Élan qui sont des véhicules de type sud-africain. Ce sont des véhicules de transport de troupes, capacité d'emport par véhicule, 12 personnes. Quelle force? Du bataillon blindé. De ce côté, on avait... De ce côté où? La MACA, toujours la MACA. Toujours la MACA. Donc on avait 2 mortiers de 60 CS. Je veux dire CS. CS, ça veut dire cloche spéciale. Alors, pour la petite histoire, pendant les 2 guerres mondiales, ils mettaient une sorte de casserole à un arbre, et pour permettre à tout le monde d'être informé de l'arrivée de l'ennemi, on tirait sur ces mortiers, et quand ça fait du bruit, ça informait les autres que l'ennemi arrive. Donc on appelait ça cloche spéciale. On avait, lorsque les unités s'étaient déployées, au rond-point d'Abobo, les éléments de la BAE sur RG-12, qui sont des engins blindés. Sur RG-12, on avait les éléments de la gendarmerie blindée sur les véhicules, les VAB, véhicules de l'avant blindé. Quel type de véhicule avant blindé? Les VAB qu'on les appelle. Tout simplement VAB. VAB. Et d'où provenait-il? De l'escadron blindé de gendarmerie. Okay. Donc, du GEB. Et de quelle origine, de quel pays, où viennent-ils? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Maître Bougnon, dit le président. Le témoin a dit escadron blindé. Je ne sais pas d'où vient le GEB. En tout cas, le témoin n'a pas encore dit GEB. Donc, Vous pouvez répondre, M. Mangou? non, effectivement, moi j'ai donné la signification. Escadron blindé de gendarmerie, c'est bien le GEB. C'est le sigle. Monsieur le Président, non, s'il vous plaît, pour l'avenir... Maître Bougnon. Président, oui. Maître Bougnon, ne parlez pas en même temps. Attendez, patientez. Attendez que l'autre ait terminé ce qu'il avait à dire. Allez-y, allez-y. Pour l'avenir, je veux dire, vous l'avez déjà fait remarquer ce matin, il serait bien qu'on pose des questions et qu'on ait des réponses. Il y a beaucoup de commentaires qui sont faits de sorte à mettre des mots dans la bouche du témoin. C'est vrai, nous tous nous savons, connaissons les qualités de ce témoin-là, mais il est mieux que le témoin réponde avec toutes les connaissances qu'il a, sans qu'on lui mette les mots dans la bouche. Maître Bougnon, Le président, Maître Bougnon, je crois que nous sommes en train d'écouter les questions et les réponses du témoin. Je ne crois pas qu'il y ait de commentaires qui soient formulés par le bureau du procureur aujourd'hui. Monsieur MacDonald, veuillez poursuivre. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président.
Alors, le pays d'origine de ces VAB, s'il vous plaît. Alors, français, fabrication française. Il y a eu également un engin de la garde républicaine, un BTR 80. Un BTR 80. Il y a là également 2 mortiers de 60 et le mortier de 120 qui est venu à la 2e phase de l'opération. Voici donc du point de vue blindé et mortier ce que nous avions dans le dispositif qui était déployé. Maintenant, au niveau de la RTI, c'est le dispositif qui a toujours été en place pour la surveillance de la RTI. Là-bas, on a un peloton blindé qui appuie une section de paracommando, une section de gendarmerie et on a un bitube du BASA au niveau de la RTI dedans. Donc voici le dispositif blindé qu'on a dans... Le BTR 80 était de quelle origine? Alors, le BTR 80, comme son nom l'indique, BTR, c'est un nom russe, ça veut dire brouillé, transporteur, engin blindé. Il est d'origine russe, brouillé, transporteur. Brouillé, ça s'écrit... Ok, merci. Ça va. Ça va. Mais on a effectivement... From the acronym, Le juge président, oui. Mais d'après l'acronyme, nous ne pouvions pas deviner que c'était russe, de fabrication russe, mais nous vous croyons. À votre connaissance, quand avez-vous obtenu ce BTR 80? Alors, ce BTR 80 est arrivé dans les toutes premières manœuvres, c'est-à-dire quand on avait commencé la première offensive. Mais elle a dû avoir les 2 roues. 2 roues. Des dates pour nous situer, M. Mangou, s'il vous plaît. Quand vous dites première offensive, je comprends, mais pour la Chambre, s'il vous plaît. D'accord. Donc, il faut dire que le 24 janvier, on avait ce BTR et le BTR est reparti parce qu'il avait 2 roues qui étaient crevées, qui avaient pris des balles, donc inutilisables. Et quand avez-vous obtenu la Côte d'Ivoire, la garde républicaine, des BTR ou sinon les forces armées? Merci. Ces BTR ont été achetés dans le cadre de la crise en 2003. Tout l'armement que nous avons reçu, c'est en 2003. Il y avait combien de BTR 80 qui ont été achetés? Je crois qu'il doit en avoir 6. Pour l'armée ivoirienne, 6, je crois. Et lors de la crise post-électorale, combien y en avait-il en opération? Alors, il faut noter que c'était des véhicules d'occasion. Des véhicules d'occasion qui n'ont pas fait long feu. Celui au niveau du bataillon blindé, je crois qu'il doit y avoir un qui marchait. Au niveau de la garde républicaine, 1 ou 2 qui marchaient, mais ces véhicules n'ont pas fait long feu. Toujours lors de la crise post-électorale, ma question. Non, au niveau de d'Aboubo, c'est le seul qu'on a eu qui a eu le pneu crevé, mais qui n'est plus revenu. D'accord.